Merci Françoise, merci pour ce mot d'accueil, chers amis, chers collègues. Donc bienvenue pour cette soirée débat qui a pour titre la question l'Europe n'est-elle qu'un grand récit? Voilà, à quelques mois des élections européennes, on s'est dit qu'il fallait poser des questions existentielles, nous angoisser un petit peu. Pour répondre à cette question, malgré sa politesse et sa bienséance légendaire, je vais non pas commencer par mes collègues féminines, mais par Étienne François, parce qu'effectivement c'est l'autre bienséance. Effectivement, l'idée est partie d'inviter pendant ma propre résidence ici, d'inviter Étienne comme ancien résident. Étienne a été résident à l'Institut d'études avancées en 2009, l'année de la création. Et entre nos deux résidences, il y a eu plusieurs résidents, évidemment, pendant 10 ans, dont certains ont aussi participé au livre. Donc c'était un petit peu l'idée de départ, mais nous ne voulions pas accaparer la parole et présenter un livre pendant 1 heure. Nous voulions plutôt ouvrir un débat. Donc je m'excuse tout de suite auprès de ceux et celles qui s'attendaient à une conférence très habituelle. Aujourd'hui, ça sera plutôt une discussion. Et pour participer à cette discussion, j'ai à ma droite Constance Hitzel, qui est la directrice de la Maison de l'Histoire européenne de Bruxelles. C'est un hasard, mais cette maison a ouvert l'année où paraissait notre livre. Nous avions travaillé de façon complètement indépendante les uns des autres, et nous avons constaté quand même beaucoup de points communs. Et c'est vrai que depuis l'ouverture de la maison et depuis l'apparition du livre, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'échanger. Et puis pour pimenter le tout, peut-être, on verra, j'ai à ma gauche Nathalie Nouguered, que vous connaissez peut-être comme ancienne directrice du Monde pour les lecteurs de ce grand journal de référence français, et qui est depuis quelques années éditorialiste à The Guardian en Angleterre. On va parler d'Europe, mais laissez-moi, messieurs, dames, commencer par une minute de poésie. Je ne sais pas comment cette pauvre Clio fera pour se sortir de cet imbroglio. Alors c'est là du lyrisme éblouissant, ça s'appelle Éblouissement et c'est de Victor Hugo. Et évidemment, ça me fait tout de suite penser au Brexit, puisqu'il est question de Clio et d'imbroglio. Donc ma question, elle s'adresse à toi, la première question, Nathalie. On a eu pendant des décennies un récit assez lisse, assez facile, un grand récit, au sens où Jean-François Lyotard parlait de grand récit, une trame qui permettait de parler de l'Europe autour de quelques notions ou de quelques idées, de quelques impensés peut-être assez largement partagées, une téléologie. On pensait que tout allait conduire dans un sens unique et connu d'avance. Un éternalisme, évidemment. On s'attendait à ce que l'Europe soit une espèce de fin en soi qui ne s'arrêterait jamais. Et évidemment, enfin, un providentialisme autour de l'idée européenne liée à l'idée d'un progrès qui se construisait. On parlait de construction européenne et donc c'était une construction en marche. Alors ma question à toi, très concrète, liant à la fois l'expérience de ce que les Anglais appellent le Brexit mess, le chaos du Brexit, et cette trame du récit, c'est de savoir comment on réagit au jour le jour à cette disparition subite qui s'annonçait évidemment depuis plusieurs années peut-être par la crise européenne, les multiples crises européennes, mais qui est maintenant évidemment très très forte parce qu'on a la première fois un basculement avec cette première perspective d'un pays sortant de l'Union européenne. Merci Thomas, je suis ravie d'être là. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Et à propos du Brexit, moi je suis partie à Londres fin 2014. Et donc je pensais, comme la plupart de mes amis britanniques, que de mon milieu, de mes opinions, je pense que jamais de la vie le Royaume-Uni voterait pour sortir de l'Union européenne. Et il y a eu beaucoup de complaisance, y compris dans certains médias, vis-à-vis de ce processus du référendum qui se dessinait, donc le référendum de 2016.
Tout ça pour dire que ça a été un énorme choc. Et je pense que pour nous, les Européens continentaux, comme disent les Britanniques, les continentaux, je pense que le Brexit, et on le sait, démontre que le projet européen, la construction européenne n'est pas irréversible. S'il y a une chose que le Brexit démontre, c'est que la construction européenne n'est pas irréversible, et c'est la première fois qu'on est face à cette réalité-là. L'autre chose qui m'a frappée, et peut-être qui mérite d'être partagée ici, c'est à quel point, en tant que Française, éduquée en France, lorsque je pars à Londres, je découvre au fil du temps à quel point leur récit, le récit britannique, la compréhension britannique du projet européen n'est pas du tout celle qu'on a quand on grandit et qu'on est éduqué en France et qu'on baigne dans un certain récit du projet européen. Et il s'agit pas de dénigrer ou de dévaloriser ou de considérer que la version britannique du récit européen est moins bonne que la nôtre. Elle est simplement le fruit de leur histoire à eux, de leur expérience du XXe siècle, de la situation dans laquelle le Royaume-Uni se trouve en 1945, alors que la France, l'Allemagne sont dans une toute autre situation. Et ce fossé de perception, ça a été une de mes grandes découvertes. À part ça, les Britanniques, même les plus engagés, les plus motivés à l'égard d'un projet commun européen, gardent une spécificité. C'est pour ça que le Brexit a une spécificité britannique qui fait que, à mon avis, il n'y aura pas d'effet domino. Moi, je n'anticipe pas un effet domino avec d'autres exits ailleurs. J'espère ne pas être trop optimiste, ou trop naïve sur ce plan-là, mais je pense qu'il y a une spécificité britannique. Et je me souviens d'un passage dans les mémoires de De Gaulle, où il raconte son entrevue avec Churchill. Je crois que c'est en 44, c'est juste à la fin de la guerre. Et en tout cas après le débarquement, la libération de la France, et il dit, ils ont une conversation sur le Royaume-Uni et l'Europe, et Churchill lui dit, il faut que vous sachiez que si nous les Britanniques avons le choix entre l'Amérique et l'Europe, nous choisirons toujours le grand large. Il dit pas nous choisirons toujours l'Amérique, mais nous choisirons toujours le grand large. Et le Royaume-Uni se conçoit comme encore aujourd'hui, et c'est un discours très très prégnant dans les milieux brexiteurs, donc les radicaux de la sortie de l'Union européenne à tout prix, y compris sans accord avec les 27, ce qui serait dévastateur. Mais il y a cette ligne extrémiste du Brexit, et cette ligne de pensée considère que le Royaume-Uni a une vocation globale, que son histoire impériale de l'Empire, ses connexions avec d'autres parties du monde, jusqu'en Australie, font que la relation spéciale ou particulière avec les États-Unis font que le Royaume-Uni existe dans un espace différent du nôtre, et que et là c'est là que viennent se greffer toutes sortes d'illusions, que le monde entier attend que le Royaume-Uni se libère des chaînes de l'Union européenne pour enfin se déployer et pouvoir commercer et interagir avec le reste du monde. Donc il y a toute une mythologie qui est attachée au Brexit, qui n'est pas juste des fanfaronnades de Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui fait le clown bien volontiers, mais en fait derrière se cache une vraie idéologie du Brexit, qui est d'ailleurs aujourd'hui, j'essaie de faire court, mais qui aujourd'hui trouve des relais aux États-Unis, dans l'entourage de Trump, chez Trump lui-même. Et je pense que quand on est européen continental, et qu'on regarde l'état du projet européen aujourd'hui, on doit s'inquiéter du Brexit, on doit espérer, c'est encore mon petit espoir, même à cette heure tardive, parce qu'on est à 6 semaines de la date butoir du 29 mars, date à laquelle le Royaume-Uni sortira, en l'état des choses. On doit s'inquiéter du Brexit, de l'effet que ça aura sur le projet européen.
et de la perte que ça représente pour nous. Je considère qu'il n'y a pas de win, il n'y a pas de gagnant dans cette affaire, il n'y a vraiment que des perdants. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Parfait, déjà beaucoup d'indications. C'est le politologue polonais, mais qui enseigne en Grande-Bretagne, Jan Zielonka, qui dit que on a jusqu'à présent eu beaucoup de théories de l'intégration et pas de théories de la désintégration. Et ce que tu dis sur le poids des mémoires, ça va nous renvoyer peut-être à des développements que fera Étienne tout à l'heure sur les mémoires collectives. Mais je voudrais rester un petit moment autour de l'actualité, avec tout de même un changement de perspective, puisque toi, c'est ton job, évidemment, comme journaliste. Tu dois suivre, et encore, tu m'as dit, comme éditorialiste, c'est beaucoup plus détendu. On n'écrit qu'un papier de temps en temps. Mais quand on écrit au quotidien, évidemment, on a un rythme tout à fait différent du rythme qu'on a quand on est directrice d'une grande institution lourde, muséologique. On prévoit les expositions longtemps à l'avance. Ça se fait pas en 3 mois, en 6 mois, mais plutôt 2 ans, 3 ans à l'avance. Le musée a été lancé, si je me souviens bien, en 2009, 2007. Donc 2007-2017, ça couvre toute une décennie. Et tout de même, 2007, c'est déjà 2 ans après les noms néerlandais et français au référendum. C'est 1 an avant le début de la crise financière et on va bientôt parler du Grexit avant de parler du Brexit. Donc les années de conception, elles ont aussi été marquées en surplomb par cette question de la crise, par cette conscience de la crise. Et ma question, c'est est-ce que vous avez construit la narration de votre musée un peu comme un contre-récit, parce qu'évidemment il y a le Bruxelles bashing. Bruxelles a toujours tort, l'Union européenne a toujours tort, et c'est un discours qui est très très prégnant depuis une dizaine d'années. Et donc probablement vous aviez assez conscience de ça. En tout cas, moi je connais l'exposition, donc je sais qu'elle est intelligente. Vous aviez assez conscience de ça pour ne pas retomber ou rester dans l'ornière un peu simplette, un peu simpliste et dépassé, obsolète de ce grand récit autosatisfait. Donc comment vous avez intégré sur le temps long dans votre conception cette conscience de la crise? Toi de répondre, c'est une question profonde, mais il faudrait que ça soit rapide et court. Rapide, et d'accord. Tout d'abord, je voulais exprimer mon plaisir d'être ici et excusez-moi pour mon accent allemand. De retourner à Nantes après 24 ans, parce que j'ai étudié ici il y a 24 ans. J'avais interrompu mes études en Allemagne pour apprendre un peu le français. Donc je suis très heureuse. C'est un accent doux à nos oreilles. Merci d'être de retour ici. Donc un contre-récit, ça voudrait dire qu'il y avait déjà un récit. Et la question qu'on s'est posée quand on a commencé à créer ce musée, c'est est-ce que c'est possible de créer un récit sur l'Europe, un récit muséographique. En fait, il y a beaucoup de livres, mais les livres peuvent aller beaucoup plus en profondeur qu'un musée de 4000 mètres carrés brut. Un musée, c'est une expérience dans l'espace, c'est une simplification, je vais vous expliquer plus tard aussi comment on essaie d'approfondir, mais on avait très conscience qu'il fallait éviter plusieurs pièges, la piège de la simplification. Nathalie parlait des perceptions différentes de l'histoire. Il fallait donc éviter de trop simplifier, de dire qu'il existe une seule vision sur l'histoire. Il fallait éviter les pièges de la célébration de l'Union européenne. Et en fait, on a commencé le travail de curating, vraiment de créer l'exposition en 2011. Donc, on était déjà en pleine crise et ça se retrouve dans l'exposition à plusieurs endroits. On retrouve la crise financière. On retrouve un film qui pose des questions sur le futur. Est-ce qu'on va vers une renationalisation ou vers un approfondissement de l'intégration européenne? À l'époque, je me souviens, en 2013, quand on a créé le film, les collègues disaient qu'il était très, très pessimiste. Maintenant, qu'on trouve qu'il était plutôt réaliste. Donc, la notion de crise est déjà bien présente dans l'expo. Et pourtant, vous commencez par les Lumières, ce qui est quand même typiquement un choix de grand récit un peu glorieux. On commence par... Votre choix chronologique, c'est pas de revenir des siècles et des siècles. On commence par les révolutions, mais pas par les Lumières, c'est un peu différent. Voilà. Pour faire court. Étienne, je me tourne vers toi pour que tu nous expliques peut-être, effectivement, avec ton expérience, notre expérience, mais tu avais commencé à réfléchir fort des quelques décennies qui nous séparent. Avant que tu sois né, pas avant que je sois né, mais quelques décennies avant, à cette notion de mémoire collective.
à la suite de Pierre Nora, donc dans les années 90 déjà, au moment où tu as travaillé sur les mémoires collectives allemandes, donnant lieu à la publication Mémoires allemandes en français et les 3 volumes en allemand de Lieux de mémoire allemand. Quel est finalement l'apport différent et peut-être les avantages que tu vois à travailler sur une histoire européenne qui se veut ambitieuse, c'est-à-dire englobante, mais qui se veut aussi modeste, à l'écoute peut-être, donc avec cette catégorie des mémoires. Alors tu disais que nous avons essayé dans le livre de faire une histoire à la fois ambitieuse et modeste, et je crois que c'est vrai. Ambitieuse, vous voyez le volume, et le fait que nous avons travaillé avec une centaine d'auteurs qui venaient de la majorité des pays européens, mais aussi des autres continents, rien que cela, ça montre que c'est une entreprise qui dépasse ce à quoi on est habitué. Mais d'un autre côté, c'est modeste dans la mesure où tous nous essayons de comprendre avec des entrées ou des questions différentes qu'est-ce que c'est que l'Europe. Et aucun d'entre nous n'est capable de donner une réponse définitive qui soit convaincante pour tout le monde. Et notre livre, nous l'avons conçu en quelque sorte comme l'offre aux lecteurs que ça intéresse d'un certain nombre de connaissances, de visions, de perceptions de ce que c'est que l'Europe, pour que chacun ensuite, à partir de ce qu'il a choisi de lire, tire lui-même les conséquences pour comprendre mieux ce que c'est que l'Europe. Car j'en viens tout de suite à ce qui a été pour moi une expérience fondamentale. J'ai eu la chance de me spécialiser très tôt en histoire allemande. Et du coup, en faisant de l'histoire allemande, mais comme étant un historien français, j'ai porté sur l'histoire allemande un regard différent de celui que les Allemands portaient sur leur propre histoire, en utilisant des problématiques et des méthodes très différentes de celles de mes collègues allemands. Et je me suis rendu compte que, en travaillant comme ça, on pouvait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire porter sur l'histoire de la France les interrogations et les questions qui sont celles que les Allemands se posent sur leur propre histoire. Et donc, comme Français qui a vécu longtemps en Allemagne, qui a été dans les 2 pays à la fois, très vite, je me suis rendu compte que pour comprendre l'histoire de son propre pays, il faut en même temps comprendre l'histoire d'autres pays. Il faut joindre le regard de l'intérieur au regard de l'extérieur. Et si vous permettez, ou plutôt si tu permets, je donnerai simplement une anecdote pour vous montrer à quel point cela m'a frappé. Il se trouve que non seulement j'ai eu la chance de me spécialiser en histoire allemande, mais qu'il y a probablement d'ailleurs un lien entre les deux, mon épouse est allemande. Donc nos enfants sont automatiquement franco-allemands. Et je me rappelle très bien comment une de nos filles, après quelques années que nous avions passées en Allemagne, revient en France. Et puis un jour, elle rentre chez nous à la maison en pleurant, en me disant « Écoute papa, vraiment, le prof d'histoire qu'on a, il n'y comprend rien. Il parle de la Seconde Guerre en disant « Nous avons fait ceci, les Allemands ont fait cela. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit « nous » ? Après tout, moi, mon grand-père, il se battait avec les Allemands, et un autre grand-père se battait avec les Français, donc nous, c'est les deux à la fois. Et cette expérience de notre fille Anne, qui devait avoir une 12aine d'années à ce moment-là, c'est quelque chose qui pour moi a été vraiment un déclic. Parce que j'ai compris en même temps 2 choses. La première chose, nous sommes tous les héritiers d'une histoire commune. Mais la seconde chose, c'est que notre perception de cette histoire commune n'est pas la même. Et donc, comment essayer de surmonter cette contradiction apparente? Par exemple, en se demandant comment est-ce que dans les différents pays européens et à l'intérieur même des sociétés de ces différents pays, on perçoit, par exemple, ces lieux européens par excellence que sont d'un côté Rome
et de l'autre côté, Auschwitz. Ce sont tous les deux des lieux totalement européens. Mais vous le savez comme moi, on ne perçoit pas Auschwitz de la même manière en Italie qu'en France, qu'en Pologne ou en Russie. Et pourtant, toutes ces perceptions différentes appartiennent en même temps au même lieu. Ça, c'est un premier exemple. Mais à côté de cela, il y a aussi des personnes de notre histoire qui sont des personnes communes. Revenons à la France et à l'Allemagne. Il y a Napoléon d'un côté et puis Hitler de l'autre. Et Napoléon comme Hitler font partie de l'histoire de tous les Européens. Ils font partie des personnages qui sont les mieux connus, quel que soit le pays dans lequel on habite. Mais évidemment, la perception n'en est pas la même. Et puis on pourrait poursuivre cela, et je termine seulement avec un dernier exemple. Il y a aussi dans l'histoire de l'Europe, dont nous sommes tous les héritiers, je me répète, un certain nombre d'évolutions qui sont communes à des degrés variés entre les pays européens. L'industrialisation, qui commence en Angleterre au XVIIIe siècle, finalement, s'est étendue à l'ensemble de l'Europe. Donc on peut dire que l'industrialisation, c'est un phénomène européen. Le capitalisme qui est lié à l'industrialisation, pareil. Entre-temps, c'est mondial, mais ça doit recommencer par se former en Allemagne, en Europe. Et puis la dernière chose, l'Union européenne, au départ, c'était une communauté économique de l'Europe de l'Ouest, foncièrement anticommuniste. Entre-temps, c'est devenu un ensemble d'États bien plus grands, 27, encore 28 pour l'instant, dans lequel il y a autant de pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est qui autrefois étaient dans le bloc soviétique, mais qui maintenant n'y sont plus. Et donc, c'est aussi une institution qui est englobante, si vous voulez. Mais Thomas l'a dit tout à l'heure, la manière dont l'Union européenne est perçue est très différente selon les pays. Donc voilà un petit peu ce qui était notre point de départ, c'est de partir de cette double réalité, une histoire commune, des perceptions et des appropriations différentes, et comment, en combinant ces deux réalités, cela peut nous aider à mieux comprendre ce que c'est que l'Europe depuis qu'elle existe en tant que telle, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge. Alors si je peux changer de casquette, je ferai volontiers un petit intermède iconographique pour développer effectivement ce que moi aussi, en tant que co-directeur et puis en tant qu'auteur de certains articles, j'ai ressenti comme étant un avantage de cette catégorie des mémoires, et suivre la dimension dans leur transnationalité des mémoires. Les mémoires sont communes, comme on a souvent dit. Elles sont communes, mais elles sont aussi toujours divisées. Et comme disait Paul Ricoeur, le travail de la mémoire est en fait toujours un travail des mémoires. Si quelque chose reste présent et se transforme dans un ensemble donné, c'est parce que on se frotte à des interprétations qui sont différentes de l'autre côté de la frontière. Et il y a donc toujours une dialectique de la mémoire. Je voudrais le montrer rapidement. Si tu permets, j'ajouterai un truc qui est très très important. En tout cas, je parle pour moi, mais je crois que je ne suis pas le seul. Ce que j'ai appris aussi, en comparant les différences de perception de mêmes évolutions historiques ou de mêmes épisodes, c'est que toutes ces perceptions, si différentes qu'elles soient, ont leur logique propre. Donc c'est idiot de dire la perception française de Napoléon est la meilleure et la perception espagnole ou la perception polonaise est fausse. Non. Toutes sont vraies à leur manière, même si elles sont souvent en contradiction et très différentes. Puisqu'on fête cette année les 30 ans de la chute du mur et que c'est évidemment un des moments marquants, celle véritablement où dans le temps récent on s'est posé la question justement des mémoires européennes. C'est Jacques Le Goff en 94 qui, à ma connaissance, je me trompe peut-être, est le premier à poser cette question: y a-t-il des lieux de mémoire européens? Donc le lieu de mémoire à travers les frontières, je commence par cette borne frontière, cette sculpture de Brancusi qu'on voit au musée Pompidou, qui date de 1945, donc une date quand même très forte
historiquement parlant, pour l'actualité des frontières. Hein. On est entre le moment où les frontières ont été le signe du drame de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, la lutte armée sanglante pour transformer les frontières, et puis le moment où il y a un dépassement possible vers un apaisement des frontières, très bien exprimé, je trouve, dans cette sculpture. Et ce qui m'a intéressé, c'est que cette sculpture a été montrée en première scène, en première pièce, dans la pièce d'entrée d'une exposition en 2015. Donc il y a véritablement une actualité, ce qui nous renvoie bien à cette question des mémoires et de la présence du passé. 2015, la crise des réfugiés, exposition à la Cité internationale d'histoire de l'immigration qui s'appelait Frontières au pluriel et qui commence par cette sculpture de Brancusi. Mais donc on va évoluer, voilà, on va avancer. La petite flèche, j'imagine. Voilà. Donc le mur, très rapidement. Évidemment, on connaît tous ces icônes, mais si on suit le parcours des mémoires, on voit bien qu'il y a ces phénomènes d'appropriation qui sont multiples et qui conduisent toujours à une fragmentation, à une division autour d'un objet commun. Ici, la mise en scène autour d'un VIP comme l'ancien président américain Ronald Reagan n'est pas du tout la même que les jeunes Turcs, hein, de Berlin-Kreuzberg, qui ont vécu pendant 40 ans à l'ombre du mur et qui s'approprient un morceau qui correspond à leur expérience existentielle quotidienne pendant plusieurs décennies. Et puis on voit évidemment que la matérialité même du mur, sans parler de l'immatériel, tout ce qui a pu être écrit, toutes les interprétations depuis 89, je passe très rapidement. Elle aboutit schématiquement à trois choses complètement différentes. Le rebut, donc une mémoire oubliée. Hein, et en fait, les touristes ne le savent pas beaucoup, mais la plupart du temps, on marche sur du goudron formé à partir des fragments concassés du mur quand on est à Berlin aujourd'hui. La deuxième, c'est que d'autres parties du mur ont acquis une valeur commerciale, marchande et esthétique incroyable. Hein, le wall painting, quand c'est signé Keith Haring ou Thierry Noir ou d'autres grands artistes, ça atterrit au MoMA et dans d'autres grands musées, et ça a fait flamber les enchères au début des années 90. Et puis, on sait aussi le monde entier, mais je vais revenir un petit peu là-dessus de façon plus critique, le monde entier a voulu avoir son fragment du mur. Et dans beaucoup de lieux symboliques, politiques, on trouve un panneau du mur. Hein. Mais c'est intéressant quand on regarde dans le détail, justement, de voir cette diffusion de ce morceau du mur comme support de la mémoire. Ici, on voit la version de la Texas ça s'appelle ATUT, Agricultural and Technical Institute of Texas, et c'est la George Bush Library devant laquelle est placé ce petit morceau de mur. Dépassé par un cheval, on a l'impression d'être dans la mythique du Far West, et c'est évidemment le capitalisme conquérant, mais un petit peu comme si des cow-boys avaient renversé et la démocratie avait renversé le mur. Hein. De façon intéressante, ça circule puisqu'une copie de ce fragment a été dupliquée et présentée à Berlin devant le musée des Alliés, Et en revanche, évidemment, vous ne trouverez aucune trace de fragment du mur. Par exemple, dans le monde, dans le monde ex-soviétique, dans les pays baltes certainement, mais sur les places publiques de Russie, non. En revanche, dans une organisation non gouvernementale comme Mémorial, oui, à l'intérieur de l'enceinte privée. Hein. Donc des appropriations tout à fait différentes. Hein. Il me semble que voilà, on a décliné un petit peu ce genre d'exemple à travers 149 entrées dans notre livre. Donc sans présenter une identité européenne toute établie, mais en contraire en voyant cette multiplicité de rapports à l'histoire et à l'héritage européen. Je passerai volontiers à un deuxième round de questions.
et en vous demandant tous d'accélérer un petit peu parce que le temps passe. Lui, il flue uniformément, mais de façon continue, et il s'enfuit. Je me tourne vers Constance. On a eu la première intervention de Nathalie sur le poids des mémoires, le poids de la mémoire britannique, mais évidemment peu généralisé. Le politologue allemand Herfried Münkler, il a récemment évoqué le paradoxe suivant. Je pense qu'il pensait au Brexit, mais pas simplement. Il pensait aussi à ce retour du nationalisme que tu évoquais tout à l'heure. Et il disait l'Europe aurait besoin d'un grand récit, mais d'un grand récit qui soit audible par les différentes opinions publiques qui restent fondamentalement nationales. Donc comment avoir un grand récit, c'est une utopie peut-être pour l'instant, avoir un grand récit qui puisse être décliné en variantes audibles nationalement parlant, qui correspondent aux idiosyncrasies nationales. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je sais qu'Étienne et moi, nous avions refusé d'ouvrir des petits tiroirs nationaux. Nous avions fait un choix thématique en réfléchissant après aux différences de présence du même objet à travers les différents pays européens. Comment vous avez essayé de concevoir finalement et d'intégrer ce poids structurant de la nation, de l'ère linguistique, des héritages nationaux, des mémoires nationales dans votre musée? Voilà, donc on a essayé justement cette quadrature du cercle de combiner en fait l'unité et la diversité, donc l'unité d'un récit comme je disais, de l'Europe, en fait, du 19e et du 20e siècle. Ici, je vous montre la chronologie du musée. Il s'agit d'un musée de 7 étages, dont 5 étages sont consacrés à l'exposition permanente. Vous voyez que ça commence en bas, au 2e étage, avec une introduction et que, puis, le visiteur doit monter. Je vous invite à venir. Il y a des ascenseurs, c'est confortable, mais donc, vous devez monter les 5 étages pour découvrir l'Europe du 19e et du 20e siècle et un peu un aperçu d'aujourd'hui. Quelle histoire européenne? Parce que justement, il n'y a pas de récit déjà accepté par tout le monde. Donc, on a beaucoup réfléchi sur quoi montrer. Et je vous montre ici les 3 critères qu'on a appliqués et qu'on parle de processus d'origine européenne, qui se sont répandus dans tout le continent. Et Étienne avait mentionné quelques exemples, comme l'industrialisation, donc des processus historiques qu'on peut vraiment décrire comme européens. Et puis, on a aussi fait attention à ce que ce soit toujours d'importance pour aujourd'hui. Ça, c'était le 3e critère de sélection pour tout ce qu'on montre dans le musée. Comment résoudre le problème qu'il y a beaucoup d'histoires nationales, beaucoup de perceptions différentes, et en même temps construire une narration unifiée, parce que pour un visiteur qui n'a aucune idée de l'histoire, qui n'a aucune référence, il faut que ce soit simple aussi. Donc, on a essayé de combiner, comme vous voyez ici, une narration de première vue. Donc, ici, vous voyez facilement qu'il s'agit des révolutions du 19e siècle, racontées d'une manière européenne. Et je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'unicité à première vue. Mais après, on va dans les détails des objets. Et là, vous retrouvez l'histoire nationale dans les objets mêmes, parce qu'on regroupe des constitutions de nouveaux États-nations nés au 19e siècle, dans ce contexte plus large des révolutions et des mouvements démocratiques et nationaux au 19e siècle. Donc, vous voyez, on combine une vue d'ensemble avec le détail. Pareil, la grande question pour nous, comment intégrer le récit sur l'intégration européenne, l'histoire de l'Union européenne et de ses prédécesseurs, avec la narration sur l'Europe au large. Ici, je vous montre un exemple. Vous voyez à droite, à nouveau, des objets venant de différents États-nations sur les mouvements environnementaux et féministes dans les années 70 et 80. Et puis, sur la gauche, il y a une vitrine consacrée au processus d'intégration européenne. Et c'est un micro-récit qui est intégré dans la narration. Donc, vous allez retrouver dans le musée plusieurs récits parallèles. Un récit sur l'histoire de l'intégration européenne. Vous pouvez aussi vous concentrer sur l'histoire de la démocratie, sur l'histoire des migrations, parce que ça revient à plusieurs endroits. Et on est en train de développer des visites guidées pour justement mettre en valeur ces micro-récits.
Et puis ici, je parle du rideau de fer. Vous voyez la même technique. En fait, on parle de la chute du mur. Vous voyez la porte de Brandebourg sur le film qui apparaît là sur la droite. C'est une série de reportages télévisés de 89 et des objets dans la vitrine. Et à chaque fois, ça parle donc de chaque pays en tant que tel, mais la série montre quand même l'aspect transnational du phénomène. Et puis, on juxtapose des études de cas. Ici, on parle de la mémoire de la Shoah, donc de la façon de traiter du passé difficile de la Shoah et de la collaboration, de l'Holocauste, de la collaboration dans différents pays. Et ici aussi, on parle on compare plusieurs études de cas. Et on parle aussi des mémoires divisées qui ont déjà été mentionnées. Donc, on dit à plusieurs endroits de l'exposition qu'en fait, même s'il y a des phénomènes historiques qu'on partage, la perception en est différente. Voilà, et ça c'est l'adresse, l'URL au cas où vous voudriez nous visiter, s'il vous plaît. C'est 5 heures en train, j'ai expérimenté aujourd'hui, donc ça va assez vite. Donc je vous invite à venir à Bruxelles. Il vaut mieux encore aller voir le musée qu'aller simplement rendre visite à la page web. Oui, le voilà, musée, je l'ai vu évidemment. 2 fois, Ouais. et je peux le dire entre parenthèses, j'y suis allé un petit peu avec des appréhensions, justement, par rapport à le récit d'autoglorification qu'on peut attendre d'une institution mise en place par le Parlement européen, n'est-ce pas? Et franchement, c'est vraiment une très très bonne surprise parce que les dispositifs sont toujours ouverts au récit et au contre-récit. Et c'est un musée vraiment, c'est une maison, hein, mais disons la partie musée, l'exposition permanente, c'est vraiment très très réussi. Je ne peux que le conseiller. Étienne, je ne t'oublie pas, Nathalie, je reviendrai vers toi, mais je me tourne encore vers toi tout de même avec cette question qu'on va retrouver demain dans l'atelier de réflexion que nous organisons à l'Institut d'études avancées. Oui, j'organise, enfin pas le seul, et à laquelle tu participes, mais d'autres. Et donc peut-être avoir ton avis sur cette question qu'on va retrouver demain. Un des panels, une des tables rondes, est intitulé très simplement, c'est une question casse-tête évidemment, casse-cou, comment embrasser l'Europe? Est-il possible d'embrasser l'Europe et quelle Europe, hein? Quel dispositif? Finalement, c'est la question des frontières. Or, on sait que la question des frontières, elle évolue, hein. Je peux même glisser une bonne nouvelle concernant notre livre, on le sait déjà. On a eu la grande nouvelle la semaine dernière, donc c'est tout frais, on s'en félicite évidemment, que le livre va être traduit en allemand de façon intéressante, et en anglais. Mais l'éditeur allemand souhaite enlever quelques articles et ajouter un article sur la Crimée et un article sur Atatürk. Donc est-ce que nous ne sommes pas allés assez à l'est avec notre livre? Et comment avons-nous cherché à englober, et de façon générale, peu importe notre livre, mais de façon générale, comment se pose cette question, qui est une question théorique, mais aussi une question de méthode, comment englober l'Europe? Alors, pour répondre à la question, et je vais essayer de le faire plus brièvement, je vous dirais ce qui est à la fois notre intuition de départ et en même temps ce que nous avons appris dans la réalisation de ce livre. Première chose, si on veut essayer de comprendre l'Europe, mieux vaut ne pas commencer avec une définition a priori. Parce que si on sait déjà tout à l'avance, ça ne sert à rien de faire une enquête. Et donc, l'ouverture de départ, elle nous a paru très importante, aussi bien d'un point de vue géographique, en ne traçant pas de frontières, en disant, on ne peut pas dire a priori que l'Europe s'arrête à l'Oural, ou bien que l'Atlantique est une autre frontière de l'Europe. Bon, je reviendrai là-dessus. Et puis, ouverture aussi dans le temps. Quand nous parlons de l'Europe aujourd'hui, dans la mesure aussi où quand on parle d'Europe, on pense souvent à Union européenne et c'est pas la même chose, on est toujours tenté de penser que c'est une réalité du XXe siècle. Mais en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a évolué, qui a une histoire plus que millénaire. Donc, ouvrir l'espace et ouvrir le temps. C'est la première chose que je dirais. Pour éviter les a priori. Deuxième chose, jouer en permanence sur les regards croisés de l'intérieur et de l'extérieur. Et quand je dis cela, c'est pas seulement
à l'intérieur de ce qui s'est défini progressivement comme un espace européen, mais aussi de l'Europe et du reste du monde. Les regards portés par les Africains sur l'Europe telle que nous la concevons aujourd'hui sont aussi importants pour la compréhension de l'Europe que les regards portés par les Européens sur l'Europe, pour ne donner qu'un seul exemple. Donc le jeu, encore une fois, des regards croisés. Et puis la troisième chose qui me paraît importante, c'est l'attention portée sur les différentes formes d'imbrication qu'il peut y avoir entre les différentes formes de mémoire, les différentes formes d'identité ou les différentes histoires. Il est évident que chaque pays européen est convaincu que son histoire est unique et, le plus souvent, exceptionnelle. Mais en même temps, aucun des pays européens n'a une histoire qui ne peut se comprendre que de l'intérieur. Ce sont les relations entre les pays européens qui permettent de comprendre leur évolution. Et donc, ce que nous avons vraiment bien appris dans cette enquête, c'est qu'il faut absolument dépasser l'opposition trop fréquente entre l'Europe et les nations. Sans les nations, il n'y aurait pas d'Europe, mais sans Europe, il n'y aurait pas de nation. Et les deux se comprennent l'un par rapport à l'autre. Et ce que je dis là peut s'élargir aussi, et de là-dessus j'arrêterai, dans les rapports entre l'Europe et le reste du monde. N'oublions pas que l'Europe a dominé le monde dans sa quasi-totalité vers 1900 et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça a laissé des traces profondes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'Europe ne peut plus se comprendre uniquement de l'intérieur de l'Europe, mais il faut aussi resituer l'histoire de l'Europe dans un contexte mondial, et de la même manière que il faut dépasser l'opposition entre les nations et l'Europe, il faut dépasser les oppositions entre l'Europe et le reste du monde. Je te propose de garder ça pour le troisième et dernier round, qui devra être court. Et je me tourne vers Nathalie en renversant complètement la focale, puisque tu as évoqué les avantages du temps long. On se retrouve à nouveau dans le temps journalistique, mais en même temps, j'aurais envie de dire, l'espace d'une carrière, 30 ans, c'est déjà très long, puisqu'on voit des basculements incroyables. Et quand tu as commencé, je me souviens, en fait, tu es spécialiste des marges, j'ai l'impression. Une future marge peut-être avec la Grande-Bretagne sortant ou sortie de l'Union européenne. Et tu as commencé, si je me souviens bien, ou si je ne me trompe pas, au début des années 90, à couvrir l'Europe centrale et la Russie. En fait, les morceaux du mur là que tu montrais, oui. tout ça évoque énormément de choses chez moi, parce que je racontais tout à l'heure à Constance quand on venait au lieu unique que en novembre 89, quand le mur de Berlin tombe, moi je suis étudiante à Paris, je suis en deuxième année d'école de journalisme rue du Louvre à Paris. Je vois les images à la télévision du mur de Berlin. Je sais que je veux devenir journaliste, évidemment, et je monte dans un train. Très vite, je prends le train de nuit. J'avais pas énormément de sous, mais je prends le train de nuit pour Berlin. Et c'était avec Sarkozy tout à l'heure? Non, c'était après. Moi, j'ai jamais prétendu avoir deviné que le mur allait tomber. Mais donc je me rends à Berlin, et ça a décidé en fait. Là, tout à l'heure, je parlais de l'Angleterre, mais en réalité, ma carrière de journaliste, elle a été extrêmement marquée par l'ouverture des frontières en Europe, la fin de la division du continent en deux blocs, et 30 ans plus tard, moi, ce qui me marque, et c'est pour ça que je trouve que des discussions comme celle-ci sont extrêmement importantes, en fait. Je pense que notre génération encore, tous autant qu'on est, on a encore comme mission ou comme responsabilité de faire en sorte que cette communauté de culture, de pays, d'histoire conserve un minimum de sens d'unité et de compréhension entre nous. Et je dis ça parce que 30 ans après la chute du mur de Berlin, donc on va commémorer cette année, et toutes les révolutions à l'Est, en réalité, on n'a pas réparé les fractures qui ont existé pendant 40 ans sur ce continent. Je parle de la guerre froide.
ces fractures restent extrêmement prégnantes. Vous entendez énormément parler du populisme en Europe centrale, etc. Faites attention, c'est vrai qu'il y a un problème de populisme, d'autoritarisme, de glissement du vocabulaire et de la législation en Europe centrale, mais faites attention aux discours qui disent tout ça, c'est qui sous-entendent. Hein, tout ça sont les barbares ou les mal dégrossis d'Europe centrale. Nous, on est quand même un peu plus évolués, on n'a pas été derrière ce rideau de fer. Eh bien non, les choses sont beaucoup plus compliquées. Regardez l'Italie. Regardez l'état politique de l'Italie aujourd'hui. Regardez l'Autriche où l'extrême droite est au gouvernement en coalition. On a ce problème du populisme ou de l'extrême droite, le cantonner à l'Europe centrale, c'est une erreur. C'est une erreur et il faut abolir ce genre de lecture du continent. Et c'est très difficile moi, comme journaliste, dans les années 90, découvrant l'autre Europe, hein, c'était le titre d'un livre de Jacques Rupnik, l'autre Europe, ou l'Occident kidnappé, c'était l'expression de Milan Kundera pour désigner l'Europe centrale derrière le rideau de fer. Moi, j'ai passé 10-15 ans à découvrir cette partie-là. Je suis allée jusqu'en Russie, toutes les républiques ex-soviétiques, je les ai toutes, j'ai passé du temps dans toutes ces régions. Et je n'ai cessé de découvrir à quel point ma mémoire n'était pas la leur et à quel point mon ignorance était abyssale, était gigantesque. Donc si j'avais un conseil à donner à un journaliste aujourd'hui ou même à un jeune, un étudiant, quelqu'un qui veut travailler à l'international, qui s'intéresse à l'Europe, eh bien lisez des livres d'histoire, mais lisez des livres d'histoire qui vous font sortir du cadre purement français. C'est très très important. D'ailleurs, s'intéresser à l'histoire des autres, il n'y a rien de plus passionnant parce que, comme vous le disiez, ça permet de mieux se comprendre soi-même, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir mieux compris notre façon à nous d'être français, de nous percevoir comme État-nation, comme pays, comme pays important en Europe. J'ai l'impression de l'avoir mieux compris en ayant passé du temps à discuter. Pas seulement à lire des livres, mais à discuter avec des familles, avec des générations différentes en Pologne, en Allemagne, en Ukraine. Je voudrais dire un petit mot sur le Grand Est, l'Ukraine, la Russie. On a fait connaissance à Minsk. Et voilà, je suis là grâce à Thomas, parce qu'on s'est rencontrés en décembre à Minsk. On était dans un séminaire d'historiens qui discutaient justement de ces difficultés de compréhension Est-Ouest. Et c'était très très puissant comme impression d'être à Minsk, en Biélorussie. Je ne sais pas si quelqu'un était à Minsk dans cette salle. Est-ce que quelqu'un a déjà été à Minsk ou en Biélorussie? Ah voilà. Bravo. Donc ça, c'est assez rare des Européens de l'Ouest qui sont allés à Minsk ou des gens qui vivent en Europe de l'Est et de l'Ouest et qui ont fait le voyage d'aller à Minsk. C'est notre collègue malien, mais il est allé partout. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais vraiment, regardez l'histoire de la Biélorussie. C'est le pays, juste une chose, c'est le pays qui pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le pays qui pendant la Seconde Guerre mondiale a perdu la plus grande proportion de sa population. Un quart des Biélorusses ont été massacrés pendant la période qui conduit de la fin des années 30, parce qu'il y a le stalinisme, à 45. Et ils ont été massacrés par les nazis, par des luttes aussi, des affrontements interethniques, polonais, biélorusses, et par le stalinisme. Il faut jamais oublier, on parle d'Auschwitz, mais il faut jamais oublier aussi les crimes du stalinisme. Et ça forge aussi l'Europe d'aujourd'hui. Les crimes du stalinisme, les crimes de l'Union soviétique forgent l'Europe d'aujourd'hui. Et quand on grandit en France, on a beaucoup de choses à apprendre sur sa propre histoire nationale. C'est très riche, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à mémoriser. Il y a beaucoup de choses. Il y a de même énormément de choses à apprendre sur l'histoire de l'Europe de l'Ouest. Mais en fait, il faudrait toujours faire l'effort d'intégrer aussi la mémoire de l'Europe de l'Est. Et quand tu montrais tout à l'heure la borne très intéressante, la statue de Brancusi, et tu disais cette œuvre date de 45, c'est ça? 45. Et tu disais stabilité des frontières. Et ça m'a fait réagir parce que c'est vrai, après 45, il n'y a pas énormément de modifications des frontières, même si diplomatiquement elles sont pas totalement figées jusqu'aux accords d'Helsinki de 75. Mais moi, la réflexion que je me suis faite, c'est en fait
Il y a peut-être une stabilité des frontières après 45, mais il n'y a pas du tout de stabilité des populations. T'es d'accord? La stabilité des hommes après 40, c'est pas parce que la guerre s'arrête que la stabilité des êtres humains, des hommes est acquise. En fait, il y a énormément de mouvements de population. Il y a énormément de Polonais puisque l'Union soviétique avance ses frontières en Europe. L'Union soviétique est le seul pays engagé dans la Seconde Guerre mondiale qui accroît son territoire. Hein. Ça c'est juste un fait. Donc l'Union soviétique avance ses frontières vers l'ouest en Europe et il y a énormément de déplacements de population, non seulement parce que les soviétiques déportent en Sibérie plein de Baltes, des Polonais, des Ukrainiens, etc., mais aussi parce que des pays comme la Tchécoslovaquie vont expulser plein d'Allemands. Entre l'Ukraine et la Pologne, il y a énormément de transferts, des centaines de milliers de personnes qui sont transférées d'un côté à l'autre de la frontière entre l'Ukraine intégrée dans l'Union soviétique et la Pologne. Bref, je voulais dire ça parce qu'en fait, on a l'impression que nous, notre récit, je m'arrête là-dessus, je suis trop longue. Nous, notre récit souvent en France, c'est on a vécu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. On a eu une inspiration profonde. On a eu une inspiration profonde et un besoin profond, et on a fait la réconciliation avec les Allemands et on a construit le projet européen. En fait, dans toute une partie de l'Europe, 45, c'est pas une libération, c'est le début d'une autre occupation. C'est le début d'une autre occupation. Et si on voit les choses de cette manière-là, on comprend en fait à quel point on a énormément de boulot encore pour construire des ponts. Moi, j'y crois profondément à ce projet européen. Et j'ajoute qu'en Pologne, où le gouvernement critique énormément les institutions de Bruxelles, il y a un des taux de popularité les plus élevés en Europe actuellement d'attachement à l'appartenance à l'Union européenne. Donc on est dans tous ces paradoxes. Oui. Malgré ce long développement, je pense que tu es encore un petit peu, j'ai pas du tout regardé sur la montre, mais que tu as un petit peu de temps de parole, et j'aimerais bien creuser à nouveau cette question, puisque ayant, dans ton travail de journaliste, ayant principalement travaillé finalement sur les questions européennes, mais à partir de la périphérie, le terme est toujours un peu problématique, mais je l'utilise là pour aller vite. La Russie, l'Europe centrale juste après 89, la Grande-Bretagne maintenant. Je me demande quelle est ton expérience des tensions qu'il peut y avoir avec tes collègues, tes homologues journalistes, travaillant, disons, dans un... Allez, pour aller vite aussi, je vais dire le noyau de l'Europe ou le cœur de l'Europe. Donc travaillant en se déplaçant entre les capitales de Paris, Bruxelles et Berlin. Est-ce que là il y a des tensions entre est-ce que vous vous jetez à la figure des approches de l'Europe et des méthodes de parler de l'Europe vraiment différentes? Je vois une contradiction assez profonde. Il n'y a pas simplement le fossé Est-Ouest et ces différences qu'on a du mal, même 30 ans ou 40 ans après, à surmonter, mais probablement aussi dans cette méthode. C'est vrai que les principaux médias européens vivent dans des silos, dans des espaces nationaux avant tout. Moi, je travaille. Une des choses qui m'ont intéressée en rejoignant le Guardian, c'est c'est un journal qui est en anglais. Et l'anglais se lit. Bon, vous le savez, c'est la lingua franca de l'Europe. On le regrette ou pas, mais c'est comme ça. Et donc, les nouvelles générations de Tallinn en Estonie à Barcelone fonctionne énormément en anglais, les nouvelles technologies, tout le monde est sur son smartphone et tout le monde peut lire. Et en plus, le Guardian est gratuit. Il est gratuit, donc il a une audience énorme en Europe. C'était une des dimensions qui m'intéressait. Je dis ça parce qu'on manque en fait d'un média authentiquement européen et qui s'adresse à tous les Européens. On manque terriblement en Europe aujourd'hui d'un média comme ça. J'espère que le Guardian a pu poser quelques jalons parce qu'il est gratuit en ligne, tout simplement, et il est dans une langue que beaucoup de gens peuvent comprendre, en tout cas les jeunes générations. Mais on manque quand même d'un média qui soit un lieu qui soit d'ailleurs avec des nationalités différentes dans ses équipes, ou d'une mise en réseau de médias de qualité en Europe pour faciliter ce débat, ce grand débat européen dont on a besoin.
Les disputes entre journalistes de nationalités différentes, je dirais, j'exagérerais pas trop ça. Il y a de la concurrence entre les médias, donc et c'est vrai que parfois, il faut dire les choses. Un journaliste qui est originaire de tel ou tel pays, il va un peu intégrer la lecture diplomatique ou les récits qui est fait dans son pays ou par son gouvernement. Ça veut pas dire qu'il va suivre la ligne gouvernementale, mais il va être un peu imprégné, il est briefé. Moi, quand j'étais correspondante diplomatique du Monde, on était briefé, tous les journalistes qui suivaient la présidence, l'Élysée, sa diplomatie, on était briefé par des conseillers du président. Donc forcément, on baignait dans un certain récit, il y a du spin, comme on appelle, comme on dit en bon français. L'important, c'était de ne pas se contenter de la version française des choses. Donc, c'était d'aller voir aussi que disent les Allemands, que disent les Anglais. Donc ça, c'était fondamental. Il faut que les journalistes fassent toujours ça, ne jamais se contenter de la version qui est présentée par un seul gouvernement. En plus, évidemment, des vérifications de faits qui s'imposent. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Je pense que c'est vrai. Il faut pas nier le facteur national dans le journalisme, ça existe. Mais je pense que on est à un moment où, moi, j'espère qu'on verra advenir une capacité d'échanger des commentaires, des informations, des reportages, des éclairages à une échelle européenne et pas seulement au sein des médias nationaux, aussi prestigieux soient-ils. Merci. Vous voyez que nos invités ont des choses à dire et je suis sûr que la salle a aussi plein de questions qui commencent à émerger, à bouillonner. Donc on va poser la toute dernière question pour ouvrir après à la salle. Et je me tourne vers Étienne. 3 minutes. Constance aussi 2 minutes ou 3 minutes. Pour poser la dernière question, il faudra évidemment toute une soirée. C'est la question que tu as évoquée tout à l'heure, mais peut-être tu pourrais développer un petit peu plus sur la nécessité, mais les difficultés aussi de développer un nouveau récit de l'Europe dans le monde. C'est Marc Bloch, qui est ta figure tutélaire, puisque tu as été le fondateur du Centre Marc Bloch, qui disait « Pas d'histoire de France sans histoire d'Europe », à quoi son élève Fernand Braudel répondait « Pas d'histoire de l'Europe sans histoire du monde ». Et pourtant, je me souviens très bien, ce livre, tu l'avais lancé par un premier round de réflexion, un atelier d'études qui avait eu lieu à Saint-Florent-le-Vieil en 2009 ou 2010. Et puis ce n'est qu'en 2014, donc 5 ans plus tard, qu'on s'est vraiment lancé ou que tu t'es vraiment lancé. Et je me souviens beaucoup de nos discussions, on se connaissait déjà à l'époque, on travaillait ensemble, que tu avais été bloqué d'une certaine manière. Il y a eu, j'exagère peut-être un peu, mais qu'il y avait eu un blocage après, contrairement à l'espoir de passer une résidence à l'Institut d'études avancées et d'être débloqué dans son travail. Toi, tu avais au contraire retiré un blocage de tous ces questionnements pour aller vite, appelons-les les questionnements post-coloniaux, et qui t'entravaient ou qui te paralysaient dans ton projet de décrire une histoire de l'Europe à travers les mémoires. Donc peut-être on pourrait terminer là-dessus avant d'avoir un petit éclairage rapide de Constance sur les projets justement d'exposition intégrant cette dimension mondiale ou globale. Donc Étienne, pour tes souvenirs. Effectivement, l'idée de lancer un projet d'une meilleure compréhension de l'identité de l'Europe par le biais de l'analyse des mémoires collectives à l'intérieur de l'Europe, c'est une idée très ancienne chez moi. Et c'est là-dessus que j'ai fait mon dernier cours en 2008 à l'Université libre de Berlin. Donc, mais en même temps, quand j'ai commencé de concrétiser un peu cette idée grâce à mon séjour à l'Institut d'études européennes, d'études avancées de Nantes, je me suis très vite rendu compte que cette idée qui a des dimensions utopiques était horriblement difficile à réaliser parce que on ne peut pas trouver une seule clé pour expliquer tout cela. Si on commence de dire pour comprendre l'Europe, il faut d'abord prendre en compte la diversité des interprétations de l'Europe qu'il y a en Europe même, plus
les regards des non-européens sur l'Europe, etc., on voit aussitôt qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire cela. Donc effectivement, après avoir eu cette intuition de départ et une excellente discussion ici grâce à l'IEA, j'ai eu ensuite quelques années pendant lesquelles je me suis demandé concrètement comment faire, comment arriver à trouver une issue alors que ça va dans tous les sens et que je risque d'être écrasé par les questions multiples. Et c'est seulement progressivement que les choses se sont faites, et avec quelque chose qui m'a rendu un énorme service là-dedans, c'est le débat avec d'autres personnes. Avec Thomas qui est ici, nous travaillons ensemble depuis au moins 10 ans, mais avec des très nombreux collègues d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la prise de conscience du fait que si nous pouvons à plusieurs essayer de comprendre ce que c'est que l'Europe dans le contexte mondial qui est le nôtre aujourd'hui, il faut bien sûr se garder de vouloir se transformer ensuite en sorte de maître d'école qui va dire à tout le monde, voilà, nous savons ce que c'est que l'Europe, écoutez ce qu'on va vous dire, et après vous vous porterez mieux. Voilà. Je change de casquette très rapidement pour faire un petit complément. Effectivement, par rapport à l'Institut, on peut le rappeler, la présence dans nos auteurs, mais aussi dans la phase de conception d'Ibrahim Atioub ou de Suresh Sharma a joué un grand rôle. Hein. Et on peut saluer John Tolan, spécialiste de l'islam, puisqu'il est dans la salle ici, qui est un de nos contributeurs. Et le grand qui vous bloque la vue devant ici, c'est Mike Plitt, allemand d'origine polonaise, qui a aussi beaucoup travaillé à la conception. Et tous ces regards croisés au moment de la conception, contributeurs et coordinateurs scientifiques, tous ces regards croisés, ça a beaucoup joué. Je me souviens de la discussion qu'on a eue quelques mois. Finalement, le manuscrit était déjà sur pied. La discussion qu'on a eue autour du titre avec notre éditeur, parce qu'on n'avait pas du tout, on avait travaillé un petit peu sans réfléchir au titre encore. On avait laissé ça pour la fin. On avait travaillé au lieu de mémoires européens. Et on a eu je sais même plus qui a fait cette proposition. Il faisait magnifique. On avait une résidence de 3 jours simplement dans le sud de la France, à une dizaine d'auteurs et de contributeurs. On était sur la terrasse et quelqu'un a lancé cette idée, Europa, notre histoire. On s'est tâté. Et il y avait notre co-éditeur japonais, il y avait Jay Winter américain, il y avait un auteur brésilien, Felipe. Et on leur a vraiment posé la question en se disant est-ce qu'on peut dire notre Europe, est-ce que c'est pas trop, est-ce qu'on n'accapare pas cette histoire? Ils ont dit mais non, aucun problème. De toute façon, c'est une histoire à dimension multiple, à laquelle même si vous lisez le livre ou certains articles du livre, vous verrez que les articles n'aboutissent pas à la même réponse. Certains disent il y a une mémoire européenne et certains disent non, selon les thématiques. Hein. Jay Winter, par exemple, qui écrit 2 articles, il arrive à 2 questions, à 2 réponses un peu différentes. Il dit sur la Première Guerre mondiale, maintenant il y a des différences vraiment différentes, fondamentales, alors qu'il y a une européanisation évidemment autour de la mémoire du génocide et de la Shoah. Donc voilà, ce choix du terme notre Europe a été validé, on peut le dire, par nos contributeurs étrangers. Et si tu me permets une phrase, mais ce ne sera pas plus qu'une phrase. Ce que nous avons appris aussi dans tout ce travail, c'est que l'Europe, à partir du moment où on la prend au sérieux, c'est infiniment plus que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une réalité, mais une réalité qui s'inscrit dans un héritage historique et dans toute une multiplicité de comportements et de sensibilités qui dépassent les dimensions purement administratives et politiques de l'Union européenne. Constance, dernière question, donc une réponse rapide, peut-être très concrète, simplement sur la manière dont vous allez intégrer dans les prochaines expositions temporaires cette dimension globale. La dimension globale est déjà dans l'expo permanente. Par exemple, les regards de l'extérieur que vous avez mentionnés. On a une carte de la Chine où on ne trouve presque pas l'Europe tellement elle est petite.
sur le côté. Donc c'est bien de changer aussi de perspective, d'abandonner la perspective eurocentrique. En termes de projets concrets pour le futur, on a 2 expositions temporaires à venir. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être jeune en Europe? Qu'est-ce que ça voulait dire? 4 générations de jeunes. Est-ce que les expériences étaient les mêmes partout ou pas? Ça va s'ouvrir fin février. Et puis après, on va s'occuper de falsification et de fake. Un thème pas seulement journalistique, mais on va regarder dans l'histoire en fait que c'est un phénomène ancien et pas si nouveau que ça. Et une dernière remarque, une chose en fait dont je commence à rêver, ce serait de voir plusieurs perspectives juxtaposées, la perspective nationale, européenne et globale sur un seul phénomène historique dans un seul livre ou un seul musée, pour justement montrer la différence entre les perspectives. Ça me paraîtrait une exposition intéressante aussi pour le futur. Et la complémentarité. Et la complémentarité, voilà. Voilà.